Salut à toi, toi qui viens chercher le savoir éternel pour connaître la musique. Je crois pas que t'en fais des caisses un peu quand même là. Oh, non. Bon alors j'arrête tout de suite, je suis pas un grand dieu de la musique, attention. Mais sans vantardise, j'en connais suffisamment pour pouvoir vous proposer ce petit tuto aujourd'hui. Et alors du coup c'est sur quoi le tuto aujourd'hui? Bah attends, tu vas voir, je vais faire le titre. Oui, donc comme monsieur est impatient, on va lui répondre. Autour de la signature rythmique. Voilà, alors c'est quoi encore ce nom barbare? Je sais qu'il y en a la moitié qui sont partis de la vidéo là. Bah la signature rythmique en fait, c'est un complément de la vidéo sur le rythme que j'ai pu faire avant. Donc si vous l'avez toujours pas vu, je vous recommande d'aller vivement la voir parce que sinon vous allez être perdu. Mais c'est important qu'on revienne dessus parce qu'il y a pas mal de notions qu'on n'a pas encore vues, voilà. Alors sans plus tarder, on s'y colle parce qu'il y a pas mal de boulot quand même. Alors pour commencer, on va reparler des barres de mesure. Alors, vous vous souvenez, Oui, vous vous souvenez pas, on en a déjà parlé à 2 reprises des barres de mesure. Oh, ça va toi. Bon alors, on a dit qu'une mesure, ça servait à cadencer un morceau, à savoir exactement où on en était, notamment pour un chef d'orchestre. On avait dit que pour que tous les musiciens sachent exactement où reprendre par exemple, parce que lui il veut qu'on travaille telle partie du morceau, ils doivent tous savoir précisément où est la mesure 23, la mesure 49, la mesure 98, je sais pas, je vais pas vous faire tous les noms, parce que de toute façon ils sont infinis. Et donc comme ça, après, ils reprennent tous exactement au même endroit, au même moment. Voilà. Mais du coup, le plus fou en fait, c'est que dans chaque mesure, en fait, vous avez exactement le même nombre de temps. Alors si vous n'êtes pas très à l'aise avec le temps, le rythme, etc., du coup je reviens encore là-dessus, allez voir vraiment cette vidéo sur le rythme que j'ai déjà faite, parce que sinon vous allez être un petit peu largué et c'est pas le but du tout. Voilà, donc clique sur la fiche qui s'affiche en haut de ta vidéo, au cas où si t'avais raté un épisode. Ça fait beaucoup de ish tout ça. Bon alors maintenant je présume que vous êtes tous à jour pour qu'on continue tous la vidéo ensemble, voilà. Pas de retardataire. Donc je disais que les mesures avaient exactement le même nombre de temps dans chacune d'entre elles, depuis le début jusqu'à la fin du morceau. C'est pour ça que la musique occidentale nous paraît si agréable à écouter, voilà. Bon, il y a quand même des exceptions quand même. Non mais ça c'est autre chose, ça c'est carrément hors catégorie quoi. Non mais agréable dans le sens où je veux dire par rapport à la musique orientale justement, ou à des musiques un petit peu issues de la musique du monde qu'on peut trouver au Brésil par exemple, où très souvent une mesure comporte un nombre de temps et celle d'après un nombre de temps différent. Et après on recommence à changer les temps à chaque fois. C'est ce qu'on appelle des mesures asymétriques, voilà, mais du coup, nous, dans notre usage quotidien, quand on écoute la radio, etc., c'est pas dans nos coutumes, quoi, en fait. Nous, on aime bien que ça soit toujours carré, toujours de la même façon. Bon mais voilà, mais partez sur le principe que dans chacune des mesures, on a exactement le même nombre de temps. Alors bien sûr, quand les mesures ont à chaque fois un nombre de temps différent, c'est indiqué, tout simplement, on peut pas le deviner non plus. Voilà, c'est un petit peu comme quand on prend un instrument de mesure, une règle, un rapporteur par exemple, et qu'on voit que toutes les graduations sont exactement identiques centimètre par centimètre. On n'a pas le premier centimètre qui est correct, et les suivants qui sont dédoublés, on ne sait pas pourquoi. En musique, avec les mesures, c'est exactement la même chose. Les mesures vont être par défaut toutes les mêmes du début jusqu'à la fin. Mais si on veut un changement particulier, on va le noter à chaque fois en début de mesure. Voilà. Voilà par exemple une partition qui change pas du début jusqu'à la fin. Donc là vous voyez qu'il y a toutes les mesures sans indication particulière. Et voilà par exemple une partition d'un morceau avec des rythmes très asymétriques. Et donc là vous voyez au début de pas mal de mesures, il y a des chiffres un peu bizarres, on sait pas ce qu'ils font là, voilà, mais ils sont là quand même. Donc voilà, c'est comme ça qu'on les repère. Donc vous avez compris, c'est en fonction de ces petits chiffres qu'on détermine ce qu'il y a dans les mesures. Alors j'y viens. En fait au début de la partition, juste à côté de la première clé, vous avez vos dièses, vos bémols s'il y en a, donc votre armure, et juste à côté vous avez un symbole avec des chiffres. Et voilà ce qu'on appelle la signature rythmique. Et là vous reconnaissez pour votre plus grand plaisir une fraction mathématique. Alors c'est pas une fraction, je vous rassure tout de suite, parce qu'il n'y a même pas de barre de fraction entre les deux chiffres. Mais voilà, on va dire quand même entre nous que le chiffre d'en haut ça va être le numérateur, voilà, et que le chiffre d'en bas ça va être le dénominateur. Vous vous souvenez de tout ça, c'est un petit peu loin. Et en fait, le numérateur, donc le chiffre qui est en haut, il va indiquer justement le nombre de temps qu'on a dans chaque mesure. Donc vous avez des signatures rythmiques qui vont être 2-4, 3-4, 4-4, voilà c'est les plus courantes, et d'ailleurs le 4-4 est la plus courante de toutes, voilà, qu'on
rencontre presque partout, qu'on peut remplacer d'ailleurs par un C. Et donc voilà, pour avoir un moyen pour vous en souvenir, bah vous imaginez que le C, ça veut dire commun, parce que c'est la signature rythmique qui est la plus commune. Mais du coup, vous vous rendez compte que quand on fait 2-4, 3-4, 4-4, bon, le chiffre d'en haut, il change, hein. Il dit qu'on a d'abord 2 temps, ensuite 3 temps, ensuite 4 temps. Mais le chiffre qui est en bas, lui, par contre, il change pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, souvenez-vous, dans la vidéo que je vous ai faite sur les notes, vous aviez une ronde qui vaut 4 temps, une blanche qui vaut 2 temps, une noire qui vaut 1 temps, etc. Et ben en fin de compte, on va dire que la plus grosse unité qu'on puisse avoir, c'est la ronde. Voilà, on peut pas avoir plus gros que la ronde. Du coup, la ronde, on va lui attribuer le symbole numéro 1. Voilà. Et après, du coup, c'est facile. Combien il faut de blanches pour faire une ronde? Ben, il en faudra 2, du coup. Parce que 2 fois 2, ça fait 4. Je sais que vous aimez pas trop les mathématiques, mais bon, là quand même, hein, faut avouer que... Donc du coup, la blanche, on va lui dire que, comme il faut 2 blanches pour faire une ronde, eh bien la blanche va avoir le numéro 2. De la même façon, on va voir pour ceux qui suivent, combien il faut de noir pour avoir une ronde? Eh bien il en faut 4. Donc le symbole de la noire, ça sera le numéro 4, etc., etc. Le 8 pour la croche, le 16 pour la double croche, et après on va trop loin après, parce qu'on a 32 pour la triple croche et 64 pour la quadruple croche. Mais alors là, je vous parle de quelque chose... Mais alors voilà, vous avez compris le principe. Et donc voilà, maintenant que vous savez que la ronde correspond à 1, la blanche à 2, la noire à 4, la croche à 8, et bien on va se servir de ces petits symboles en fait pour les mettre au dénominateur. Et ça voudra dire simplement que si on a un 4 marqué au dénominateur, ça veut dire que chaque temps vaudra une noire, voilà. De la même façon, si on a un 2 marqué au dénominateur, et ben chaque temps vaudra une blanche, etc., etc. Vous avez compris, c'est facile. Et du coup, pour revenir sur ce qu'on disait avant, sauf en cas de changement mais qui serait marqué, et ben chaque mesure aura toujours le même nombre de temps, et chaque temps aura toujours la même valeur de figure de note. Et donc du coup, pour remplir intégralement une mesure à 4 temps, comme on sait que la ronde vaut 4 temps, la blanche vaut 2 temps, la noire vaut 1 temps, et ben on va pouvoir remplir une mesure à 4 temps, par exemple, en mettant une ronde, ou alors en mettant 2 blanches, ça fait exactement la même chose, 2 fois 2, ou 4 noires, ou encore 8 croches par exemple. Mais je pourrais très bien aussi mettre par exemple une blanche et 2 noires, ce qui nous donnerait toujours 4 temps. Mais je pourrais encore faire mieux, je pourrais faire par exemple une blanche, une noire, 2 croches, et on aurait encore 4 temps. Voilà, donc vous voyez, ça fait pas beaucoup non plus de grosses notions mathématiques à avoir, hein. Juste quelques additions, et le tour est joué. Voilà, donc ça par exemple, ça marche pour une mesure à 4 temps. Mais par exemple, pour une mesure qui va être marquée 2-4, et ben 2-4, ça voudra dire qu'il y aura 2 temps dans la mesure, et que la valeur du temps vaudra toujours une noire. Donc on aura la valeur de 2 noirs dans chaque mesure. Et de la même façon, quand on a 3-4, donc le 4 qui est en bas veut toujours dire que c'est la noire qui sert de référence au temps, mais que cette fois, on en aura 3 dans chaque mesure. Ce qui nous donne un petit peu le sentiment de valse et de ce qu'on appelle de ternaire, voilà. Mais pourtant c'est pas du ternaire, et j'y viens. Donc voilà, par exemple, une valse de Chopin qui va être écrite en 3-4. Voilà, parfait. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Le binaire et le ternaire. Ah, un grand mystère pour la plupart des musiciens, parce que beaucoup ont peur de s'y pencher et de savoir ce qu'ils vont trouver dedans, en fait. Mais en fin de compte, vous allez voir, c'est pas compliqué. Tout d'abord, on va revenir sur ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Pour l'instant, on avait des mesures en 2-4, 3-4 ou 4-4. Ça voulait dire que chaque temps valait une noire, parce que ça valait le chiffre numéro 4. Et bien une noire, on pourrait la diviser en combien par exemple? En 2, ça nous donnerait une croche, en 4, une double croche, en 8, une triple croche, etc. Donc que des valeurs paires. Et bien là, on dira qu'on est en binaire, parce que le temps peut être décomposé en une valeur paire de valeurs. Et du coup, quand on a un rythme binaire, on dit que les mesures sont simples. Voilà. C'est pas compliqué à retenir, c'est simple. Ou du coup voilà, on peut choisir à chaque fois une valeur de figure de note qui sert de référence au temps. Mais du coup maintenant si on passe du binaire au ternaire, et ben c'est plus exactement la même chose. Alors mais ça veut dire quoi? Et bien par rapport au binaire où toutes les figures de notes pouvaient servir de référence au temps, et bien là ce n'est plus le temps qu'elle représente, mais le tiers du temps. Un temps divisé par 3. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, vous inquiétez pas. Donc ça veut dire que par exemple avec une signature rythmique en 6-8, voilà, ça correspond au ternaire. Et bien le 8 qui est en bas, on a dit qu'il correspondait au 8e de la ronde, donc c'est-à-dire une croche. Sauf que cette fois, c'est pas le temps qui vaut la croche, mais le tiers du temps qui vaut une croche. Donc si on recompte, si le tiers d'un temps vaut une croche, donc le temps vaudra
3 fois un tiers, ce qui veut dire 3 croches. Donc la valeur du temps en ternaire, cette fois, vaudra 3 croches. Qu'on peut noter aussi une noire pointée. Voilà, ça vaut la même chose que 3 croches. Mais du coup, par contre, cette fois, de la même façon qu'en binaire, le chiffre qui est en haut va indiquer le nombre de tiers de temps qu'on aura dans la mesure. Voilà, c'est pas forcément simple, mais ne partez pas, on va y aller par étapes. Donc par exemple, en 6/8, on aura 6 valeurs de tiers de temps, où le tiers de temps vaut la croche. Donc on aura 6 croches dans une mesure, et le temps, lui, ne vaudra pas une croche, mais 3 croches. Ça veut dire qu'on aura 2 temps au total dans la mesure, 6 divisé par 3. Vous voyez un petit peu? Et bien ça permet de faire quoi ça en fait? Et bien tout simplement de pouvoir décomposer chaque temps en 3, pour avoir justement un ressenti en ternaire. Et après, au niveau des mesures qui existent, on a le 2/4 en binaire qui correspond à des mesures à 2 temps, le 3/4 qui correspond à des mesures à 3 temps, et le 4/4 qui correspond à des mesures à 4 temps. Et bien en ternaire, c'est exactement la même chose. On a le 6/8 qui correspond à une mesure à 2 temps, le 9/8 qui correspond à une mesure à 3 temps, et le 12/8 qui correspond à une mesure à 4 temps. Et c'est pas compliqué à retrouver. En fin de compte, il suffit simplement de diviser le chiffre qui est en haut par 3 pour retrouver le nombre de temps. 6 divisé par 3, ça fait 2, 9 divisé par 3, ça fait 3, et 12 divisé par 3, ça fait 4. Alors pourquoi ils ont fait ça? Ben c'est pas bête en fait, on est parti de la ronde qui correspond à l'unité et on a découpé à chaque fois en 2 pour retomber sur des valeurs de notes qu'on connaissait. Sauf que la ronde, on peut pas la diviser par des multiples de 3 en fait. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on gardait les mêmes valeurs pour les mêmes notes, mais qu'on disait simplement que le chiffre qui était en bas, ben comptait pour un tiers du temps et non plus pour le temps entier. Une fois que vous vous y êtes fait, c'est facile, hein, je vous rassure. Mais je sais que beaucoup se torturent la tête pour ça, hein, malheureusement. Donc voilà maintenant par exemple la différence entre un morceau en binaire et en ternaire. Et pour que vous compreniez mieux la tendance binaire ou ternaire, je vous ai mis un petit objet que vous adorez tant. Et oui, encore lui. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Voilà, donc j'espère que vous visualisez un petit peu mieux la différence entre binaire et ternaire et comment on l'écrit. Maintenant, on va parler des temps forts et des temps faibles. Alors qu'est-ce que c'est que ces bêtes-là? Bon alors, c'est pas trop en rapport avec le binaire ou le ternaire, mais ça fait quand même partie du rythme et des mesures. Donc, je me devais d'en parler. En fait, un temps fort dans une mesure, ça va être un temps qu'on ressent un peu plus que les autres sans que ça soit forcément marqué. Par exemple, dans une mesure à 2 temps, le temps qu'on va plus ressentir va être le premier temps. Ensuite, dans une mesure à 3 temps, le temps fort sera toujours le premier temps. Et dans une mesure à 4 temps, cette fois, on a 2 temps forts, le premier et le troisième temps. Voilà, et les autres temps qui restent dans les mesures, c'est ce qu'on appelle des temps faibles. Mais ça, vous le connaissez déjà inconsciemment. Par exemple, dans le rock, quand un batteur joue en alternance la grosse caisse et la caisse claire, en plus de la charlet et de tout ce qu'il met dedans bien sûr, et ben la grosse caisse tombera sur les temps forts et la caisse claire sur les temps faibles. De façon très générale avec un rythme très simple, hein, bien sûr. Parce que sinon je vais me mettre des batteurs à dos moi. Donc voilà, mais qu'on soit en binaire ou en ternaire, ça change rien. Ça tombera toujours sur les mêmes temps à chaque fois dans les mesures. Après, que les temps soient divisibles par 2 ou par 3, ça, c'est une autre histoire, bien sûr. Okay. Alors j'espère que vous n'avez pas fait de crise cardiaque jusqu'à maintenant, parce qu'on va aborder un dernier point qui touche au binaire et au ternaire, mais que ça, vous connaissez peut-être pas forcément. Je sais que certains le connaissent sans être musiciens, mais on sait jamais. Alors on voit ça tout de suite. Les triolets et les duolets. Oui, c'est plus des duos choco, c'est des duolets maintenant. En
fait, pour commencer, quand on est dans une mesure binaire, eh ben, on va pouvoir créer des rythmes ternaires, exceptionnels en fait, parce qu'à la base, on ne devrait pas rencontrer de ternaire du tout en binaire. Et pourtant, on peut le faire grâce à un rythme particulier qui s'appelle le triolet. Donc dans le principe, il existe des triolets de toutes les figures de notes qui existent. Donc des triolets de ronde, des triolets de blanche, des triolets de noir, triolets de croche, triolets de double croche. Voilà, mais oubliez le triolet de ronde, et même le triolet de blanche, parce que je les ai jamais croisés sur une partition. Hein. Donc on va se concentrer principalement sur le triolet de noir et le triolet de croche, par exemple. C'est assez simple. Par exemple, si on prend deux noirs, donc là on a un rythme binaire. Mais maintenant on veut transformer juste cette portion sur deux temps en rythme ternaire. Eh bien on va utiliser un triolet de noir. Ça veut dire que 3 noirs en triolet valent la même chose que 2 noirs. Et bah oui, c'est exactement ça en fait. Un triolet de noir vaudra la même chose que 2 noirs. Donc de la même façon, un triolet de croche vaudra la même chose que 2 croches. Ou alors, un triolet de croche vaudra la même chose que une noire. C'est la même chose. Et donc voilà, c'est logique, si 3 noirs en triolet valent la même chose que 2 noirs sans triolet, ça veut dire que la vitesse d'exécution de ces noirs à l'intérieur du triolet est plus rapide que quand on lit simplement 2 noirs. Et c'est du coup ce qui donne cette impression de ternaire au sein d'un morceau binaire. C'est même pas qu'une impression, c'est du ternaire pendant 1 ou 2 temps. Voilà, et à l'inverse, dans une mesure dite composée, donc avec un rythme ternaire, on va pouvoir intégrer de façon inverse ce que l'on appelle des duolets. C'est vrai que ça fait quand même vachement un nom de boisson chocolatée pour enfants. Et du coup, ça veut dire qu'un duolet de noirs aura la même valeur que 3 noirs joués dans un morceau avec un rythme ternaire. Et toujours de la même façon, par contre ça change pas, les 2 noirs joués en duolet dans ce cas-là se jouent aussi plus lentement que les 3 noirs dans le rythme principal. Donc à chaque fois, le 2 est plus lent que son équivalent en 3. Duolet normal ou normal triolet. Alors voilà par exemple un morceau ternaire avec des duolets. Voilà, donc j'espère que vous comprenez un petit peu toutes ces notions binaires, ternaires, mesures, rythmiques, signatures rythmiques. Ça fait beaucoup de choses, mais à force de regarder la vidéo, je pense que vous allez de mieux en mieux comprendre. Pour terminer, je fais une spéciale dédicace à Vivien Malagna, à qui j'ai enseigné les notions de ternaire et de binaire, et qui s'est un peu arraché les cheveux pendant pas mal de temps quand même dessus. Donc voilà Vivien, cette vidéo est pour toi, et j'espère que tu comprendras un petit peu mieux. Même si la vidéo reprend un petit peu ce que j'ai dit en cours quand même. Hein. Voilà, et bon courage à vous tous qui venez peut-être de découvrir ces notions. Donc j'espère que ça vous aura aidé, et donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien sûr. Donc sinon je vous fais des gros bisous. Non en fait, tout ce que je voudrais c'est un pouce bleu en l'air, c'est tout. Que vous vous abonniez, la cloche, tout ça. Et si vous voulez, vous pouvez télécharger mon guide des bases de la musique au piano et à la guitare, qui est gratuit je le rappelle. Que vous trouverez sur mon blog bien sûr, mais je vous ai mis un lien dans la description parce que je suis gentil. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Donc sur ce, travaillez bien, ciao les zikos. Bon alors on a dit qu'une mesure, ça... Pour que tous ces musiciens savent... Non, sachent.